Mesdames, Messieurs, bonsoir. Rien ne sera moins industriel que la civilisation née de la révolution industrielle. Tels sont les mots de Jean Fourastier dans son ouvrage Le grand espoir du XXe siècle, publié en 1949, soit en pleine période que ce que Jean Fourastier lui-même décrira comme étant la période des Trente Glorieuses. 1949, c'est une vingtaine d'années avant que se fassent subir les effets de la désindustrialisation, c'est-à-dire la fermeture progressive d'une partie des entreprises sur l'ensemble des territoires industrialisés, la mise au chômage d'une partie des ouvrières et ouvriers qui travaillaient dans ces usines et, dans le même temps, la baisse de la part de l'industrie dans le produit intérieur brut. Comment expliquer alors les continuités industrielles que l'on peut observer à Pont-Audemer encore aujourd'hui? Comment expliquer en 2019 la reprise de Gemalto par Thales? Comment expliquer les investissements chez Duquesne Purina, chez la Sacherie Bischoff et Klein ou encore chez Nordfilm? Et avant de vous répondre, un petit mot de préambule d'abord. Donc, je suis Thomas Pernaut, je suis ravi de vous accueillir ce soir pour vous parler d'un sujet passionnant, l'histoire industrielle de Pont-Audemer. Vous inquiétez pas, ça durera à peu près le même temps qu'un film. Et en petit mot aussi introductif, donc je voulais d'abord remercier le concours apporté par la ville de Pont-Audemer et par la communauté de communes Pont-Audemer-Val de Ril pour leur soutien financier, sans lequel mon travail de thèse que je mène depuis 2023 n'aurait pas été possible. Merci également au cinéma de rendre cette conférence possible et de nous accueillir. Et je vais vous présenter aujourd'hui donc une partie du travail de thèse que je mène qui porte sur les permanences, sur les continuités industrielles à Pont-Audemer au XXe et au XXIe siècle. Je suppose que si vous êtes ici, c'est que vous savez à peu près où se situe Pont-Audemer. Rien de suffisant toutefois pour éviter un petit point de contexte géographique et pour rappeler que Pont-Audemer est une ville qui se situe dans le département de l'Eure, qui est une ville entourée par un contexte majoritairement rural, avec des communes avec une densité de population relativement faible. C'est une ville qui se situe à proximité de pôles industriels importants que sont Le Havre, Caen et Rouen, pour citer les principaux. C'est aussi une commune qui se situe le long de la Ril, donc qui est une rivière qui prend sa source dans l'Orne et qui se jette dans l'estuaire de la Seine. C'est le dernier affluent de la Seine. Et cette présence en fond de vallée, elle est située, la ville, sur la partie aval qui profite des effets de marée. Cette proximité avec la rivière, elle est importante puisqu'elle a permis, et j'y reviendrai, le développement de plusieurs activités industrielles sur le territoire. C'est aussi, donc, au-delà de cette ressource, une commune qui est située à proximité d'autres ressources, dont les forêts, par exemple, que l'on peut voir sur la carte figurée à l'écran, avec les forêts de Bretonne, de Montfort, par exemple. Aujourd'hui, nous allons parler d'industrie. Donc, parler d'industrie, c'est d'abord définir ce qu'on entend par l'industrie. On va le faire de manière assez simple, en signifiant tout d'abord que l'industrie désigne d'abord le passage... l'industrialisation, l'industrie, ça vient juste après. L'industrialisation désigne d'abord le passage d'une économie agraire, donc d'une économie majoritairement agricole, à une économie industrielle, une économie de production de biens manufacturés. Cette industrie, elle est interrogée par plusieurs disciplines, par l'histoire, par la géographie, l'économie, et elle est appréhendée de différentes manières. L'une des manières d'appréhender l'industrialisation, c'est de parler de révolution industrielle, ce que je ne ferai pas aujourd'hui pour deux raisons principales. Tout d'abord, l'idée que, selon une partie de la littérature, la révolution industrielle désignerait un modèle qui serait d'abord né en Grande-Bretagne au XVIIIe siècle et qui se serait ensuite répandu en France, en Allemagne, dans l'Europe du Nord et en Amérique du Nord. Or, l'existence d'un modèle pose problème puisqu'il invisibiliserait les particularités, les modes d'industrialisation locaux et donc invisibiliserait dans le même temps les initiatives industrielles dans le même temps que la révolution industrielle britannique. À Pont-Audemer, par exemple, on note déjà des initiatives industrielles au XVIIIe siècle, soit en même temps que le départ de la première révolution industrielle. Le deuxième point, c'est sur l'utilisation du terme de révolution, qui suppose un changement brutal, bref,
Et lorsqu'on parle d'industrialisation, qui est un phénomène qui se développe depuis donc, au moins la fin du XVIIIe siècle, la caractéristique de l'éphémère et du bref se discute un petit peu. Donc on préférera parler d'industrialisation en se posant une question principale qui porte à connaître les continuités industrielles à Pont-Audemer au XXe et au XXIe siècle. Pour ce faire, ce que vous n'avez pas dans les films d'habitude, une petite annonce de plan, avec d'abord un petit arrêt au XIXe siècle pour identifier les initiatives qui se sont développées avant le XXe siècle. Et ensuite, nous nous intéresserons aux continuités, au rythme, aux dynamiques de l'industrie au XXe siècle. Nous nous intéresserons ensuite aux personnes qui ont rendu possible cette expérience industrielle sur le territoire de Pont-Audemer, à savoir les ouvrières et ouvriers qui ont participé à la vie et qui ont fait vivre les usines en même temps qu'ayant vécu avec. On s'intéressera ensuite à ce qu'il reste des expériences industrielles passées, mais aussi contemporaines à Pont-Audemer avec les questions du patrimoine industriel, pour évoquer ensuite une idée de forme d'organisation du territoire qui serait celle de l'écosystème industriel. L'industrialisation au XIXe siècle, elle ne débute pas, comme je l'ai évoqué, au XIXe siècle, mais elle débute en 1778, lorsque deux tanneurs, les sieurs Martin et Legendre, obtinrent le privilège royal d'apposer le sceau de manufacture royale sur leur production de cuir. Cette manufacture royale, donc, elle marque le début de l'industrialisation à Pont-Audemer, en réunissant au sein d'un même atelier, d'une même manufacture, la force de travail et l'outil de travail. Cette manufacture royale, ce n'est pas un établissement qui appartenait directement au roi, mais ça ressemble un petit peu à un label. Aujourd'hui, les manufactures royales pouvaient avoir par exemple plus d'apprentis, plus d'ouvriers, et surtout pouvaient ne pas respecter les règlements des corporations, en tout cas les adapter, et avoir des privilèges en plus de celui d'apposer un sceau sur les productions de cuir. Donc l'industrialisation au XIXe siècle, elle commence dès avant le XIXe siècle, mais se développe particulièrement autour du secteur de la tannerie, et ce pour plusieurs raisons. L'une de ces raisons, c'est la présence de l'eau, qui est une matière première nécessaire à la fabrication des cuirs, et ce sur l'ensemble du processus de fabrication. Le tannage commence par un travail de rivière, qui porte ce nom parce qu'il se déroulait essentiellement au sein même des rivières, notamment sur les canaux qui quadrillent la ville de Pont-Audemer, encore aujourd'hui, avec les carmes, la licorne, les pâtissiers. C'est un ensemble, le travail de rivière désigne un ensemble d'étapes de préparation des cuirs, de nettoyage des peaux. On retirait avec des couteaux de mi-lune, des couteaux en arc de cercle, les nerfs des peaux pour pouvoir ensuite les tanner. Et on a ensuite, pour les étapes suivantes de déchelage et aussi de mise en fosse, besoin d'eau. La mise en fosse, c'est la carte postale aussi que je vous ai fait figurer. C'est véritablement le cœur du processus de tannage qui consiste à enfouir les peaux dans des fosses, souvent situées en fond de parcelle, sur lesquelles on plaçait des peaux saupoudrées de poudre de thym afin de rajouter une peau, faisant un espèce de millefeuille de peau qu'on recouvrait ensuite de jus tannant, c'est-à-dire un mélange d'eau et de thym plus ou moins concentré en fonction des étapes de fabrication. À chaque passage en fosse, on plaçait les peaux dans une fosse avec un jus tannant plus concentré et sur un processus qui prenait environ 8 mois, d'où l'expression du temps et du temps. Ce n'est pas du temps TEMPS mais du temps TAN, puisque la tannerie est un processus qui prend longtemps et qui a besoin de temps. C'est fin, n'est-ce pas? L'un des autres usages de l'eau qui a participé au développement des activités de tannerie à Pont-Audemer dès le XVIIIe siècle, c'est la force hydraulique et donc la force motrice qui permettait d'entraîner les roues à aubes des moulins que l'on retrouvait sur l'ensemble du département de l'Eure et particulièrement sur la Rille. Plusieurs auteurs historiens, notamment Bernard Bodinier, se sont intéressés aux moulins présents dans le département. Il en recense environ 650, tandis que les travaux de l'Inventaire général du patrimoine culturel de Normandie, plus récemment, recensent 248 moulins sur le seul cours de la Rille et de ses affluents. Donc la Rille concentrerait environ un tiers des moulins de l'ensemble du département.
Pour l'Arille sans les affluents, c'est 130, donc un petit peu plus d'un sixième. La Basse-Rille, elle, donc la partie de Pont-Audemer et aval jusqu'à l'estuaire, concentrerait 40 moulins. Ces moulins, ils sont de différents types. On avait des moulins à blé, des moulins à huile et surtout des moulins à temps. Ces moulins à temps, donc, ce sont des moulins dans lesquels sont broyées les écorces de chêne issues au XIXe siècle des forêts de Montfort, de Bretonne jusqu'à Yvetot, qui sont des écorces qui sont ensuite broyées par l'effet des moulins pour obtenir une poudre, cette fameuse poudre qui est le temps. On avait donc des moulins à temps qui permettaient d'avoir le temps nécessaire à la tannerie. Et ces moulins, ils étaient assez nombreux à Pont-Audemer, à tel point que la ville a été, dès le XIXe siècle, identifiée comme un des principaux centres tannants du département. On compte entre 7 et une dizaine de moulins en fonction des auteurs, des périodes, mais ce qui fait un nombre pour une commune d'environ 7000 habitants au XIXe siècle, un nombre assez important. Et ça participe aussi au développement du nombre de tanneries. On en compte environ 77 en 1835. La présence donc de tanneries et de moulins à temps fait que les productions de cuir de Pont-Audemer sont assez rapidement reconnues, notamment en 1867, avec la récompense de 2 tanneurs de médailles à l'exposition universelle. C'est d'ailleurs au cours de cette exposition universelle qu'on note que la tannerie à Pont-Audemer est exécutée avec une rare perfection, la citation que je vous ai fait figurer, et que le travail du cuir est représenté en France, mais aussi à l'étranger. Au-delà des moulins, les usages de la force hydromotrice sont multiples et on note, notamment dès la fin du XIXe siècle, la présence de centrales hydroélectriques en aval de Pont-Audemer, mais sur le centre même de Pont-Audemer, ce n'est que dans la première moitié du XXe siècle qu'elle se développe. On peut aussi noter un autre usage de l'eau, sous une autre forme donc, qui est celle de l'infrastructure de transport, puisque Pont-Audemer était doté d'un port. Comme je vous l'ai expliqué, donc, la Rille est maritime jusqu'à Pont-Audemer, c'est-à-dire qu'elle profite des effets de marée, ce qui permet le passage de bateaux plus ou moins importants, et surtout ce qui a nécessité pour permettre le passage de ces bateaux, l'entretien de la rivière. La Rille est sujette à l'envasement, et donc dès le XVIe siècle, sont mentionnés des travaux d'irrigation et de redressement des coudes, des méandres de la rivière, pour faciliter le passage des différents bateaux à Pont-Audemer. Au XIXe siècle, c'est 33 coudes qui sont corrigés sur l'ensemble de la partie aval de la Rille, supprimant 6 km de trajet par rapport au trajet originel de la rivière. Ce que l'on voit avec cette photographie, c'est l'usage du port pour différentes activités, notamment pour la tannerie. Je vous ai fait figurer notamment sur la carte postale ici, sur la photographie du Touring Club de France de 1913, début du XXe siècle, des ballots de peau qui étaient présents sur le steamer, témoignant donc de l'usage de l'infrastructure de transport par les tanneries à Pont-Audemer. Cette image, elle est intéressante puisqu'on voit un ensemble d'atouts qui contribuent au développement industriel de Pont-Audemer au XIXe puis au XXe siècle, avec la présence d'abord d'une grue permettant de charger et décharger les marchandises, avec en arrière-plan aussi la présence d'un train, sur lequel je reviendrai, la présence du barrage en arrière-plan, et sur la gauche, la présence aussi du site de la cartonnerie de la Madeleine, que vous connaissez peut-être, qui s'est développé aussi au XIXe siècle. Le train qu'on a vu sur l'image précédente a été inauguré à Pont-Audemer en juillet 1867. Il avait été conçu au départ comme devant être complémentaire au port, donc comme apportant un concours supplémentaire au transport de marchandises. Mais on note dès le début du XXe siècle un net déclin du trafic portuaire au profit du trafic ferroviaire. Et ce, malgré la présence, comme vous pouvez le voir sur la carte postale, de la voie ferrée jusqu'au port et jusqu'aux entreprises aussi qui se situent en aval du port de Pont-Audemer. Donc la présence des infrastructures de transport que sont le port et le chemin de fer participe aussi au développement des activités industrielles, dont les activités de tannerie. Mais il n'y a pas que ça à Pont-Audemer au XIXe siècle.
J'ai repris ici le titre d'un colloque de Bernard Bodinier qui parle des Anglais en Normandie pour souligner le fait que plusieurs autres initiatives du 19e siècle sont le fruit de personnes issues de l'immigration britannique. C'est le cas notamment de ce qui deviendra la cartonnerie de Pont-Audemer, qui est un site dont l'origine était d'abord à attribuer à deux industriels bolbecquais, Fauquet et Lemaître, qui souhaitaient implanter en 1834 une filature à Pont-Audemer. Ils acquièrent donc le bâtiment, la partie de la Madeleine, pour y faire construire un bâtiment usinier, mais l'autorisation d'implanter la filature leur est refusée en 1838. Et c'est la société rilloise qui reprend alors le site de la Madeleine et qui installe deux industriels, Charles Ball en 1843, qui fonde une papeterie, et John Oliver York, qui fonde une laminerie, donc dans une autre partie du site, l'année suivante. En 1848, soit 4 ans après la fondation de la laminerie, celle-ci ferme ses portes, et Charles Ball a alors l'opportunité de reprendre le site et de développer sa papeterie, qui devient en 1867 la compagnie des établissements de la RIL, qui deviendra ensuite Papeterie Pont-Audemer, bien qu'à cette époque, elle utilise encore l'appellation ancienne maison de Ball. On a aussi d'autres initiatives, notamment la fondation d'une fonderie de Fontaine-au-Creuset en 1842 par un certain Reynolds, fonderie qui est importante puisqu'elle deviendra la fonderie des Ardennes. À la fin du 19e siècle, on a donc plusieurs initiatives industrielles qui se sont développées à Pont-Audemer, et ces initiatives, elles marquent le début de l'expérience industrielle qui se développera ensuite au XXe siècle avec la présence de 3 secteurs principaux, la tannerie, la fonderie et la papeterie, qui se développeront et qui emploieront respectivement à leur apogée 1000 ouvriers au maximum pour la papeterie, 700 pour les tanneries et environ 450 pour les fonderies. Donc avec ces 3 activités, on a quasiment l'ensemble de la population ouvrière qui travailla dans les entreprises industrielles à Pont-Audemer au XXe siècle qui sont réunies, même s'il y a d'autres initiatives et que la croissance ne suit pas forcément une progression linéaire, et c'est ce qu'on va voir ensuite. Pour comprendre ces effets de croissance, une petite proposition qui est de suivre les créations, les implantations et les développements d'activités en partant de la question des facteurs de localisation, donc des raisons pour lesquelles les entreprises se sont implantées sur un territoire, pourquoi elles y sont restées et pourquoi elles ont pu s'y développer. Le premier exemple, c'est celui de Blard, qui est une entreprise fondée à la fin du 19e siècle, en 1892, qui se situait en premier lieu sur la partie juste aval du port. Le port se situait environ là, raté de l'autre côté, ici, et Blard se situait juste à côté de l'actuelle centrale du quai, ici. Ça correspond à des immeubles de la reconstruction aujourd'hui. Cette entreprise, donc, elle s'est implantée à Pont-Audemer sans doute parce qu'il y avait la proximité avec différentes ressources. On note à Pont-Audemer des activités d'extraction à proximité, mais aussi la possibilité d'importer des matières premières, notamment par le biais de la RIL, puisque Blard était situé juste à côté du port et pouvait profiter de l'importation et de l'exportation via la RIL. Le premier facteur de localisation, donc, ça semble être celui des infrastructures de transport, mais il y a d'autres facteurs que l'on retrouve avec la fonderie des Ardennes. Pour la petite histoire, avant l'implantation de la fonderie des Ardennes, celle-ci a été d'abord créée par Reynolds en 1842, puis a été reprise par les fonderies de Cologne en 1909, tandis que les fonderies de Cologne ont elles-mêmes été reprises par la fonderie des Ardennes, donc, qui avait été créée à Charleville-Mézières en 1906. Elle s'implante à Pont-Audemer en reprenant la fonderie en 1923. C'est la présence d'un appareil productif déjà opérationnel, avec l'existence déjà d'une fonderie de fonte destinée à la fabrication de pièces automobiles, qui permet l'implantation, qui attire la fonderie des Ardennes pour s'implanter à Pont-Audemer. Mais c'est aussi la proximité avec la fabrication d'automobiles dans la région du Havre notamment, et la proximité avec d'autres marchés
qui attirent les industriels à ce moment. Cette question de proximité, c'est aussi un facteur de localisation, un facteur de développement, et c'est ce que l'on voit avec d'autres initiatives, notamment celles liées aux industries agroalimentaires, à la collecte du lait notamment. Pont-Audemer, donc je l'ai dit, est situé dans un contexte majoritairement rural, dans le département de l'Eure, qui est un département d'élevage, donc un département capable de fournir des ressources laitières qui sont susceptibles ensuite d'être transformées. C'est ce qui explique l'installation au début du XXe siècle de la fromagerie d'Incla dans les bâtiments qui sont actuellement ceux de la mairie, derrière le moulin de la brasserie, avec la possibilité pour le fromager qui avait déjà une fromagerie à Beuzeville de collecter du lait dans un autre bassin, puisque Pont-Audemer est situé à proximité à la fois du plateau du Lieuvin et du plateau du Roumois au nord-est. Pont-Audemer avait donc la possibilité d'obtenir des ressources de la part de ces deux régions, et elle offrait surtout la possibilité d'exporter les matières premières et d'exporter les produits finis, donc le fromage, par le biais du chemin de fer. C'est sans doute la présence du chemin de fer qui détermina Dincla à s'implanter à Pont-Audemer, de même qu'elle participa à l'essor de la société laitière Maggi, qui avait une filiale à Pont-Audemer parmi la quarantaine de filiales qu'elle comptait en France. Chacune de ces filiales ayant en commun la proximité avec une gare, puisque la société laitière Maggi a besoin, comme les autres industries agroalimentaires, d'être proche des bassins de collecte du lait, puisque le lait c'est une denrée qui est fragile, donc qui ne peut pas être transportée sur de longues durées avant d'être transformée. Sauf que le début du XXe siècle, c'est celui de l'essor de nouvelles technologies, notamment nouvelles technologies ferroviaires, avec la mise au point de wagons réfrigérés et de wagons-citernes permettant le transport de ces produits laitiers sur d'autres marchés, notamment le marché parisien. La ligne de chemin de fer de Pont-Audemer permettait de rejoindre ce marché, d'abord en passant par Clermont-Ferrand, puis en rejoignant Rouen, et ensuite en exportant les produits au marché parisien friand de fromage et de produits laitiers. Je vous propose une petite citation qui témoigne bien de l'attractivité du contexte de Pont-Audemer, qui est l'une des constantes qui ressort de mon travail, avec l'idée que le cadre de vie et les environs de Pont-Audemer sont un atout pour le territoire. Pour rendre à Pont-Audemer tout son charisme économique, la municipalité sait bien qu'il ne suffit pas de fournir aux entreprises du terrain viabilisé des exonérations de taxes professionnelles et des échangeurs d'autoroutes à proximité. Cela, tout le monde sait le faire. Il ne faut pas proposer seulement une aire d'accueil aux entreprises, mais aussi une ville où les employés et les cadres aient envie de s'établir et de rester. C'est une citation de 1996, donc relativement récente, qui se retrouve encore aujourd'hui avec les questions d'attractivité, qui se retrouve aussi dès le milieu du XXe siècle, avec la présence d'entrepreneurs industriels aux environs de Pont-Audemer. Par exemple, la famille Costil avait acheté 3 fermes à proximité et profité du contexte rural et du charme de ce qu'on peut désigner comme la campagne pour être complémentaire à l'expérience urbaine de l'industrie qui se situait à Pont-Audemer. Un autre facteur de localisation, de développement, c'est la présence de ressources foncières, notamment au début du XXe siècle, avant la reconstruction, ce qui permet le développement de plusieurs activités, notamment celui des papeteries. Le site de la papeterie de Pont-Audemer, donc, il était d'abord situé sur le site de la Madeleine que vous voyez ici. Et en 1920, encouragée par l'arrivée des papeteries Conti depuis la Somme, la papeterie de Pont-Audemer fait construire l'usine de la Ballastière, donc, qui est assez conséquente, que vous pouvez voir ici. Il l'a fait construire à proximité immédiate de l'ancien site, du site encore en activité, de la Madeleine. Ce développement, il permet de maintenir certains atouts, donc la proximité avec le port, qu'on voit juste ici, la proximité avec la RIL également, avec la construction d'un canal viabilisé dès la fin des années 1920, la modernisation de l'appareil productif avec la création d'une première chaudière au fioul en 1926, et également la possibilité de se doter
d'une voie particulière de chemin de fer reliant donc l'entreprise directement à la gare et au chemin de fer. C'est ce que l'on voit sur la partie basse de l'image. C'est aussi l'occasion pour la compagnie des établissements de la RIL Papeterie de Pont-Audemer de développer d'abord un programme de logement avec ces habitations que l'on voit à côté, mais aussi un programme de jardin ouvrier qui existait déjà sur le site de la Madeleine et qui existe encore aujourd'hui, avec d'autres jardins ouvriers à côté du site de la Ballastière qui, eux, n'existent plus aujourd'hui. La première moitié du XXe siècle, c'est donc celle du développement de plusieurs activités industrielles, de la période d'une croissance industrielle, d'arrivée et de consolidation des secteurs avec par exemple la fonderie. Mais cette croissance, elle est stoppée en partie par la Seconde Guerre mondiale. Pont-Audemer est une ville qui, comme beaucoup d'autres villes dans le département de l'Eure et de Seine-Maritime, a été sinistrée à hauteur de 20% environ pour l'ensemble de la commune. Et l'appareil productif, donc les industries, ne font pas exception et ont été touchées par ces bombardements. Une partie de la production doit complètement s'arrêter, d'autres peuvent continuer. On peut voir par exemple que Duquesne à Saint-Philbert est moins sinistré que ne l'a été l'établissement Costil, dont j'ai fait figurer deux photographies. Ce sont des photographies de l'ancienne place d'Armes sur l'actuelle place du Général de Gaulle, qui a été grandement touchée donc, par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, notamment ceux de juin 1944, et qui ont mis un coup d'arrêt à une partie des productions, même si Costil n'a pas été complètement détruite par les destructions. Costil avait pour particularité d'être un agglomérat de petites tanneries qui ont été reprises par René Costil, qui avait fondé son entreprise en 1908, en reprenant trois tanneries et en enclenchant un processus de centralisation, de rachat de petites tanneries, qu'il réunissait ensuite en 3 sites principaux. La place d'Armes, qui réunissait 4 tanneries, le quai Félix-Faure et le boulevard Pasteur, et le Douvitran, avec donc 3 groupes principaux dans lesquels étaient réparties les productions. La majorité des productions se faisait quand même sur la place d'Armes, qui a été détruite aux 3/4, exception faite d'un site, celui de la Vernisserie, qui était situé au nord-est de la place, qui correspond à l'emplacement peu ou prou aujourd'hui du collège Pierre et Marie Curie, ce qui n'était pas sans poser des problèmes, puisque au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, lorsque se pose la question de la reconstruction et du déplacement de l'usine, la production de Costil continuait sur cette usine dite du Vernis. Elle était située en plein centre-ville et donc posait des questions quant à la proximité entre un centre qui sera reconstruit et des activités industrielles. Le choix est fait donc par la commune d'exproprier Costil de ce site du Vernis, ce qui n'était pas sans rallonger les délais d'évaluation des montants de dommages de guerre, donc des indemnités que les industriels pouvaient toucher au titre de la destruction et au titre de la reconstruction donc, qui s'ensuivit des dommages de guerre. Et cette expropriation, elle rallongeait les dossiers déjà compliqués de Costil, ce qui causait parfois des tensions entre Étienne Costil, le fils de René Costil, directeur de l'usine, patron de l'usine, et l'architecte chargé de la reconstruction de l'usine, Raoul Leroy, qui, en 1956, accuse d'apporter un peu de négligence à l'exécution du dossier. C'est cette difficulté à évaluer et à exproprier le site de Costil qui explique aussi la lenteur de la reconstruction du site, sur laquelle on arrivera très bientôt. Une autre... avant de continuer de parler de Costil, un petit point d'arrêt sur le fait que la reconstruction, elle peut s'avérer être une opportunité pour les industriels. Et on a un cas qui est celui des papeteries de la RIL, notamment du site de la Ballastière, qui est assez significatif, puisque c'est l'occasion tout d'abord d'agrandir une partie des locaux avec la construction notamment de bureaux
par l'architecte Maurice Novarina, qui est l'architecte chargé de la reconstruction de l'ensemble de Pont-Audemer, qui est à l'origine donc de ce bâtiment de bureaux et de magasins que vous verrez si vous passez devant l'usine aujourd'hui. Mais c'est aussi l'occasion pour les papeteries de moderniser son appareil productif avec la vente de la machine à papier qui avait été sinistrée en 1944, vente qui se fait à la Régie coloniale de cellulose d'Abidjan à la fin des années 40 et qui permet l'achat d'une nouvelle machine plus performante en Suède qui est implantée dans l'usine en 1952. Cette opportunité, donc, c'est celle d'une modernisation puisque la machine était plus performante, que la machine précédente, bien que pas complètement détruite, a été vendue, permettant d'obtenir des fonds nécessaires à l'achat d'une nouvelle machine, et elle permettait en même temps à la Régie coloniale de cellulose donc, de poursuivre sa fabrication de papier avec une machine qui était fonctionnelle, bien que ne pouvant plus tourner à régime maximal. Cette opportunité, elle se retrouve complètement avec la construction de la nouvelle usine Costil, qui est l'œuvre de l'architecte Raoul Leroy, qui est un architecte qui a participé notamment à la conception de l'hôtel du département de Rouen, avec la tour des archives, qui est classée monument historique. C'est ce même architecte qui crée l'usine Costil, dont il fait ici un dessin projeté, donc c'est-à-dire ce à quoi elle devrait ressembler en 1947, avant que les travaux ne soient terminés. Ce dessin il est intéressant puisqu'il montre encore une fois le désir de maintenir la proximité avec les infrastructures de transport, avec notamment la présence d'une voie de chemin de fer qui devait desservir l'usine, et avec aussi la présence, vous l'aurez peut-être noté, d'une péniche sur un appontement privé, donc devant permettre à Costil de continuer à obtenir des pots depuis le port. Si Costil avait besoin du port pour obtenir des pots, c'est parce que la production des tanneries était tellement importante dès la seconde moitié du 19e siècle, plus encore au 20e siècle, que les pots dits de pays, donc les pots qui provenaient de la région ou de France, n'étaient pas suffisamment nombreuses. Et donc les tanneries se sont tournées vers l'Amérique latine, particulièrement l'Argentine, pour acheter des pots. Pourquoi l'Amérique latine, me demanderez-vous? Ce sera une excellente question. Les conditions d'élevage en Amérique latine permettaient d'avoir des pots d'une meilleure qualité que les pots françaises, puisque les espaces sur lesquels étaient élevés les bovins étaient si grands qu'il n'y avait pas besoin de mettre des barbelés, et donc les pots n'étaient pas piqués, et elles arrivaient sans ces accros directement sur les pots, ce qui permettait d'obtenir des cuirs de meilleure qualité au final. La présence donc, du port apparaît comme étant un élément déterminant, et l'idée de Raoul Leroy, c'est de continuer à offrir cette opportunité à Costil. Et je noterai juste que la péniche figurée ici semble beaucoup trop grande par rapport à ce que pouvait accueillir le port. Les péniches maximum pouvaient avoir une longueur maximum de 38 mètres sur le port. Et celle-ci, par un rapide jeu d'échelle, on peut vite se rendre compte qu'elle était un peu trop grande pour le port de Pont-Audemer. Je vous invite aussi à avoir en tête ce dessin, puisque ça ne va pas être celui de l'usine au final. J'annonce en avance. Les travaux débutent dès 1946. Ce sont des travaux qui font appel à des procédés résolument modernes, notamment avec l'application de coques de béton préfabriquées pour les façades et l'utilisation de fondations avec une technique belge, les pieux franquis, qui doivent permettre de construire une usine importante avec plus de 50 000 m² de surface au sol. Et c'est une usine donc, qui sera partiellement finie et qui réouvrira ses portes dès 1951, avec le visage qu'on peut voir ici, même si l'ensemble de l'appareil productif sera réuni seulement en 1956. L'usine, en plus de la proximité avec le port, avec la voie de chemin de fer, avait toujours besoin d'eau, et c'est ce que l'on voit avec la présence d'une station de pompage dans l'étang qui était voisin de Costil.
avec également des rejets qu'on ne voit pas cette fois, qui se faisaient à même la RIL sans prise en compte au départ des pollutions, des nuisances, puisqu'on n'utilisait pas encore le terme de pollution à cette époque, qui témoigne donc de la nécessité d'avoir de l'eau pour la tannerie. Je vous ai fait figurer ici une photo de l'usine Costil achevée. Ce qu'on peut noter par rapport aux anciennes images, notamment la précédente, c'est le rajout d'un étage sur la partie ouest du site et la création d'une station d'épuration qui correspond à la station d'épuration municipale aujourd'hui, avec également la présence d'un bâtiment administratif qui n'avait pas été prévu au plan, au dessin de Raoul Leroy. Donc on a une usine qui est complètement terminée mais qui ne correspond pas tout à fait au projet du début de l'architecte, avec malgré tout des avantages considérables par rapport aux anciens sites, avec la réunion de l'ensemble de la production d'un établissement au sein d'une seule usine suffisamment grande pour accueillir toutes ces productions de cuir verni et d'autres types de cuir. La période de cette photographie, c'est aussi une période de mutation pour l'ensemble du tissu productif pont-audemerien et au moins français, avec des effets d'abord de politique de décentralisation qui permettent le déplacement et l'implantation en province, notamment à Pont-Audemer, de plusieurs entreprises. C'est le cas de Williams qui s'est implanté à Pont-Audemer, route de Rouen, en 1969. C'est le cas aussi de Schlumberger qui crée son usine en 1962, de la Société d'études électromécaniques en 1961 et d'autres projets d'entreprises qui sont intéressés par Pont-Audemer pour le cadre de vie et pour les facilités de transport que la commune offrait, en plus du bassin de main-d'œuvre. Cette période d'implantation de nouvelles industries, c'est aussi une période de modification, au moins administrative, des industries déjà présentes, avec, par exemple, la reprise des papeteries de Pont-Audemer par un groupe, Civildal, qui devient ensuite Dal-Lecomte avant d'être repris par Alstom. Ce groupe, donc, il reprend d'abord l'ensemble du site jusqu'à 1982, année de la vente à la découpe des papeteries qui sont scindées en trois, avec la création de la Société Nouvelle Cartonnerie de Pont-Audemer, le site de la Madeleine, la Sacherie de Pont-Audemer qui fabriquait des sacs en papier à plusieurs couches, les sacs en béton que vous pouvez avoir, c'est ce type de sacs que fabriquaient les papeteries, et la reprise autonome des papeteries de Pont-Audemer pour le site de la Balastière. Cette reprise, elle témoigne des difficultés financières auxquelles sont confrontées les papeteries, qui conduiront pour partie à des fermetures. Mais ces fermetures, on peut les interroger quant au canon des effets de la désindustrialisation. Vous avez peut-être en tête l'année 1973 comme le départ de la désindustrialisation, c'est l'année du premier choc pétrolier, et le départ d'une crise économique qui est souvent pointée comme étant à l'origine de la désindustrialisation. Cette année, elle ne correspond pas à Pont-Audemer à des fermetures immédiates. La première fermeture des secteurs principaux de Pont-Audemer, elle intervient qu'en 1992, soit une vingtaine d'années après, avec la fermeture de la fonderie des Ardennes. Alors même que la fonderie avait encore un carnet de commandes plein, elle ferme ses portes en 92 et elle est suivie 13 ans plus tard par la fermeture de Costil en 2005, la même année que la fermeture de la cartonnerie en 2005 également, et que la fermeture de Sara Lee qui avait repris Williams qui était entre-temps devenu Bichat. Donc on a des fermetures qui sont très marquantes pour Pont-Audemer puisqu'elles incarnent une modification du système productif avec la disparition de la quasi-totalité des secteurs qui étaient présents dès le 19e siècle sur la commune. Cette désindustrialisation, elle peut être pondérée si on regarde l'évolution des secteurs qui se développent à Pont-Audemer avec
dès les années 60, donc l'apparition de nouveaux secteurs avec l'électronique, avec Schlumberger, avec la SEM, mais aussi avec l'apparition de la plasturgie dans les années 80 à Pont-Audemer et l'implantation en 2002, soit 3 ans avant ces grosses fermetures, de l'usine Safran-Nacelle sur la zone industrielle. Donc malgré la fermeture et la modification du tissu industriel productif, Pont-Audemer compte au début du XXIe siècle encore sur un tissu industriel résilient et sur un tissu industriel qui emploie une partie de la population pont-audemerienne, bien qu'une grande partie ait vu son emploi supprimé du fait des fermetures de 2005. Cette industrie, elle marque le territoire de plusieurs manières, notamment par sa présence physique sur l'ensemble de la commune. Je vous ai pris un exemple qui est celui de la tannerie pour évoquer l'évolution de la répartition spatiale, c'est-à-dire l'évolution de l'emplacement des tanneries dans Pont-Audemer. En 1835, donc au début du XIXe siècle, on peut voir que la tannerie est concentrée essentiellement au centre de Pont-Audemer, qu'elle se situe à proximité immédiate des cours d'eau, des bras nord et bras sud de la Rille ainsi que des canaux, ou qu'elle est à proximité aussi des affluents avec le quartier du Douvy-III. C'est une tannerie donc, qui est fortement dépendante en eau, qui est constituée majoritairement de petits établissements employant quelques dizaines de personnes au maximum, exception faite de la tannerie Plumeur qui ont été la seule à employer plus de 100 personnes. Et c'est une tannerie donc, c'est un secteur qui est composé de beaucoup de petits établissements. Ces petits établissements, ils disparaissent progressivement du fait de la centralisation opérée par Costil, qui réunit petit à petit une partie des productions sur des sites qui semblent directement être hérités des localisations du XIXe siècle, avec la proximité avec les cours d'eau. Ces localisations, elles sont 3. On a la place d'Armes, donc nord-est, le quai Félix-Faure, le boulevard Pasteur et le Douvy-III ici. On voit donc aussi au milieu du XXe siècle une forte dépendance en la ressource en eau. Ce que la carte ne montre pas toutefois, c'est l'évolution du nombre de personnes travaillant dans le secteur. On passe donc de petites tanneries à des établissements plus grands, notamment avec Costil, avec les tanneries Bastion, les tanneries des Kaysers, qui employaient plusieurs centaines de personnes. Et on a aussi un processus de centralisation qui se manifeste complètement avec la localisation de la seule tannerie à la fin des années 2000, qui se résume à la tannerie Costil, qui a donc pour particularité de ne plus se situer en cœur de ville, mais d'être un petit peu extrait ou éloigné du centre-ville, tout en restant à proximité et en restant aussi à proximité du cours d'eau. Avec la fermeture de la tannerie Costil en 2005, se posent de nouvelles questions qui ne s'étaient pas posées avec la tannerie, qui ont à voir avec les relations entre le milieu naturel et la friche industrielle, avec des questions de pollution, des enjeux écologiques et de retour de la nature sur les sites. Pour les autres secteurs industriels, on peut voir un développement et une évolution de la répartition spatiale un petit peu analogue, avec d'abord une concentration au centre-ville, puis un éloignement progressif qui suit la topographie de Pont-Audemer, donc qui se trouve en fond de vallée, avec donc une concentration des usines le long de la Rille. Et on voit aussi dans la seconde moitié du XXe siècle l'impact des politiques d'aménagement, notamment avec la création de la zone industrielle de Saint-Ulfranc, qui concentre une grosse partie des activités de Pont-Audemer. On peut aussi noter le maintien de plusieurs sites, des sites qui soit sont hérités, comme la Ballastière ici, ou comme l'usine Nordfilm, comme l'actuelle usine Nordfilm. Et on peut voir aussi la proximité entre la nouvelle usine Blard construite à la fin des années au début des années 90, à proximité de Costil, donc éloignée du centre-ville, mais restant à proximité des infrastructures de transport. Les impacts de l'industrie sur le territoire, ils sont autres que la seule évolution de leur localisation sur la commune. Il y avait notamment dès le XIXe siècle des modifications paysagères qui sont liées à la proximité entre les tanneries et le reste du tissu urbain.
Une partie des bâtiments de tannerie avait une architecture singulière, avec des bâtiments à pans de bois, avec des persiennes. Ces bâtiments, ce sont des séchoirs, ils servaient à sécher les peaux. C'est les persiennes qui permettaient donc de protéger les peaux tout en laissant le vent dessus. Et ces séchoirs, ils se retrouvent beaucoup dans l'iconographie, donc dans les différentes ressources que l'on trouve sur Ponto de Mer, que ce soit les photographies ou les cartes postales. C'est ce que je vous ai fait figurer ici aussi, où on voit la proximité entre les bâtiments à usage de tannerie, les séchoirs, et les autres bâtiments, les autres usages, notamment les usages particuliers, avec la présence sur la carte postale de gauche d'appontements particuliers dans la rivière des Carmes, et idem la présence sur la droite au début du XXe siècle d'autres ouvertures particulières sur la rille qui permettaient donc à la fois aux tanneurs et aux habitants de profiter de la rivière comme d'une ressource. Cette proximité, elle n'est pas sans poser problème, notamment avec la question des nuisances et des pollutions que l'on retrouve dans différentes sources, notamment avec les déchets de peau qui étaient au XIXe siècle et au début du XXe envoyés directement dans les canaux. Canaux donc, qui avaient aussi d'autres usages des habitants. Et cette question des nuisances et de l'insalubrité des cours d'eau, elle justifie la mise en place du XIXe siècle de curage régulier des canaux, de nettoyage pour la salubrité publique. Et c'était à la fois les tanneurs et les habitantes et habitants qui devaient alors nettoyer ces canaux. Il y a donc des enjeux de proximité forts entre la présence d'activités industrielles en cœur de ville et la présence d'autres activités qui ont trait à la vie de la ville. L'un des autres enjeux avec cette proximité, c'est la modification du paysage de Ponto de Mer par la présence même des activités sur le territoire. Je vous ai fait figurer ici une vue aérienne du port de Ponto de Mer sur laquelle on peut voir la présence de bâtiments à proximité de différentes activités industrielles. En vert, vous pouvez voir le site de Blard avant que l'usine ne déménage. En orange, vous pouvez voir une partie du site de la cartonnerie avec juste à côté, en violet, mauve, l'habitation de la direction du site. La présence en bleu du canal d'amener d'eau qui avait été créé en 1844 pour les besoins du site de la Madeleine. Et c'est un canal qui aujourd'hui a disparu, qui a été comblé au cours des années 80 et qui n'existe plus que par l'odonyme de la rue du canal. Et vous avez en rouge 2 centrales hydroélectriques, la centrale de la Madeleine et la centrale du quai. Seule la centrale du quai existe encore aujourd'hui, c'est la petite photo que je vous ai faite figurer, avec également un plan des turbines qui se trouvait dans cette même centrale. La mutation du paysage industriel, elle est encore plus manifeste dans le cas des carrières et sablières de la Basse-Rille, qui ont été créées en 1929 sur la zone actuelle des étangs et qui, en une quarantaine d'années d'exploitation, cinquantaine d'années d'exploitation, a complètement modifié le milieu et le paysage de cette zone en creusant plus d'une dizaine d'étangs qui sont aujourd'hui aménagés et classés espaces naturels sensibles, mais qui ont pour effet concret sur le paysage de passer de plaine à des étangs. Le cas n'est pas particulier à Ponto de Mer, on le retrouve aussi à Jumièges par exemple, mais il est assez fort pour montrer les impacts concrets de l'industrie sur le territoire. On a aussi d'autres impacts, ceux-là un petit peu plus discrets, qui sont la question des logements ouvriers et des logements de cadre qu'on a déjà abordés. Ils sont présents un petit peu partout dans la ville, bien qu'on puisse noter l'absence de cités ouvrières, exception faite des baquets, qui se trouvent du coup en amont un petit peu en amont de Ponto de Mer et qui ne marquent pas de la même manière la physionomie de la ville. Les logements ouvriers, eux, sont plus discrets. On en retrouve rue de la Madeleine, rue du Canal ici. On en retrouve aussi, notamment grâce aux archives, puisqu'ils ont une architecture moins significative dans le cœur de ville que rue du Canal. On les retrouve aussi, par exemple, rue Jules Ferry, autour de la tannerie des Kaysers. La plupart des logements qui ont été conçus
par les entreprises n'avait pas vocation à loger l'ensemble de la main-d'œuvre de Pont-Audemer, ce qui explique donc l'absence de cité ouvrière. Les logements étaient surtout dédiés, notamment dans le cas des papeteries et de Costil, à l'accueil des cadres et des contremaîtres, qui était une population qu'il importait de fidéliser, alors que les ouvrières et ouvriers de Pont-Audemer, eux, habitaient déjà à proximité de la ville et donc pouvaient travailler et ne nécessitaient pas un logement précis. Justement, parlons d'où viennent les ouvrières et ouvriers de Pont-Audemer. Qui sont-ils? Où travaillent-ils? Avant cette petite citation, je vous propose de vous rappeler que vous indiquez qu'à Pont-Audemer, la plupart des secteurs industriels emploient une main-d'œuvre majoritairement masculine, une main-d'œuvre également majoritairement locale, qui habite tout au long du XXe siècle dans des environs de 10 km maximum autour de Pont-Audemer. C'est une main-d'œuvre qui représente une part importante de la population active de Pont-Audemer, avec environ 2000 personnes en 1955, un petit peu moins 20 ans plus tard avec 1866 personnes, et avec en 2021 1325 personnes. Aujourd'hui, si on met les chiffres de 2021 par rapport à la population active et non plus à la population totale, on s'aperçoit que Pont-Audemer a un taux d'emploi industriel de 18,8%, soit bien supérieur à la moyenne nationale. Cette constante donc, de la présence d'une main-d'œuvre industrielle, elle s'explique de différentes manières, notamment la présence constante d'activités industrielles pouvant les accueillir. Pour savoir donc d'où viennent ces personnes, je vous ai fait figurer une carte qui apparaîtra juste ensuite, mais aussi pour avoir un aperçu des caractéristiques de cette main-d'œuvre, je vous proposais une citation d'un rapport commandé par le ministère de la Qualité de Vie en 1975, qui nous dit que les ouvriers ne paraissent pas opposés à l'esprit familial et paternaliste des entreprises. L'excédent d'offres d'emploi qui se traduit par une fuite limitée de la main-d'œuvre vers Sandouville ou Montfort-sur-Risle, les salaires peu différents d'une entreprise à l'autre renforcent cette stabilité. La concurrence des usines de la Basse-Seine se fait donc plutôt sentir dans l'espace rural qui entoure Pont-Audemer. C'est aussi l'une des caractéristiques de la main-d'œuvre qui apparaît dès le XIXe siècle comme stable et comme ancrée sur le territoire de Pont-Audemer et sur les entreprises. Cet ancrage, donc, il se retrouve avec la localisation des lieux d'habitation qui se trouvent à proximité de Pont-Audemer, et c'est quelque chose qu'on retrouve encore aujourd'hui, même si on a des exemples de personnes qui habitent à une trentaine de kilomètres autour de Pont-Audemer et qui viennent travailler dans ces entreprises. Dans le cadre de mon travail, j'ai eu la chance de rencontrer certains et certaines d'entre vous, ce qui m'a permis d'avoir des ressources précieuses, des photographies, qui nous permettent d'avoir un visage des personnes qui travaillaient dans les entreprises à Pont-Audemer, et aussi d'avoir un aperçu des conditions de travail et des différentes évolutions que l'on peut avoir dans les usines. Ici, on peut voir, par exemple, sur cette photographie de la fonderie des Ardennes, qui a été prise par Jean Leroy, qui était ingénieur à la fonderie des Ardennes. On peut voir tout d'abord une atmosphère assez sombre, une atmosphère poussiéreuse. On peut voir aussi que le port de ce qu'on appelle aujourd'hui des EPI, des équipements de protection individuelle, n'était pas encore obligatoire, puisque aucune des deux personnes ici n'a de gants. Et on peut voir aussi l'exposition à des chaleurs très fortes, avec cette poche remplie donc de métal en fusion qui est en train d'être évaluée en température, et de laquelle sortent des gerbes de métal en fusion. Ces gerbes de métal en fusion, elles présentaient un danger pour les ouvriers de la fonderie, puisque lorsqu'elles traversaient la chaussure, par exemple, et qu'elles laissaient le pied, même retirée, elles continuaient à causer des brûlures pendant 5 jours. Donc cette photographie, elle permet aussi d'incarner les risques au travail, et on a plusieurs manières de les apercevoir, la photographie en étant une bonne. Ce que l'on peut voir aussi sur cette photo,
c'est encore une fois l'atmosphère assez sombre et poussiéreuse, qui n'a pas à voir avec la qualité de la photographie, mais bien l'atmosphère de l'usine. Le fort contraste témoignant aussi de la chaleur. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y avait encore l'autorisation de fumer sur son lieu de travail. Ces ressources iconographiques qui ont vocation par ailleurs à intégrer les collections de l'Ethnothèque, qui est le musée des boucles de la Seine normande, elles nous permettent aussi d'avoir des aperçus ponctuels d'autres sites. Ici, par exemple, c'est une photographie d'une chaîne de l'usine de la fonderie des Ardennes de Charleville-Mézières. Ça nous permet aussi de pouvoir comparer les différents sites et d'apercevoir ici la modernisation avec une chaîne automatisée et une poche aussi automatisée qui permettait de remplir les moules. On a aussi d'autres ressources iconographiques, cette fois la tannerie Costil, où on peut voir également la présence d'un travail majoritairement masculin, la présence d'un travail à la chaîne. Sur la photographie de gauche, vous pouvez voir ces espèces de sacs qui servaient à aspirer les poussières lors du ponçage des cuirs, ce qui pouvait aussi poser problème en cas d'incendie, en tout cas ce qui présentait des risques. Et on peut voir aussi d'autres machines mises à la ligne. Ces photographies, elles sont importantes puisqu'on peut voir comment se déroulait le travail dans les usines, mais aussi on peut voir que le travail industriel n'est pas que le fait d'un travail en usine. Ici, c'est ce que l'on voit avec la photographie de cette personne qui attend le chargement de son camion aux carrières et salières de la Basserie, ce qui témoigne de la présence d'activités d'autres secteurs industriels en dehors des usines. On a un autre exemple avec l'iconographie, avec la présence des aspects logistiques qui sont inhérents aux activités industrielles, puisqu'il faut fabriquer les produits, mais aussi les vendre, les exporter. Et on peut voir ici, à la fin des années 60, l'usage encore de la rail comme infrastructure de transport. Ce que l'on peut voir aussi, c'est la différence de tenue vestimentaire entre les ouvriers attendant le chargement des parpaings donc de Blard et cette femme qui est l'une des grandes absentes de l'iconographie que j'ai pu consulter dans le cadre de mon travail, qui témoigne d'une double invisibilisation. D'abord, d'une invisibilisation de la main-d'œuvre. On voit assez peu d'ouvrières et d'ouvriers à part les photographies que je vous ai fait figurer ici. Et parmi ces ouvrières et ouvriers, on voit encore moins de femmes. Cela a à voir avec le fait donc, que la main-d'œuvre à Pont-Audemer est exclusivement masculine, puisque les secteurs qui se sont développés à Pont-Audemer sont des secteurs réputés comme masculins, comme nécessitant un travail fort, tandis que l'idée était encore présente que les femmes du coup n'étaient pas capables de faire ce type de travail, et on les retrouvait plutôt dans des postes administratifs ou des postes de secrétariat. Et on peut supposer que cette personne ne faisait pas exception. Néanmoins, c'est intéressant puisqu'on voit bien que les femmes ne sont pas absentes de l'industrie, juste qu'elles sont restreintes à des postes dédiés, bien qu'on ait quelques autres cas assez minoritaires d'entreprises industrielles. On peut notamment citer Schlumberger, qui est la seule entreprise à occuper une main-d'œuvre majoritairement féminine, avec environ 200 femmes sur 300 employés dans les années 70. Ce que l'on sait aussi grâce à mon travail, c'est que le travail industriel n'est pas exempt de risques et que les ouvrières et ouvriers de Pont-Audemer étaient confrontés à des risques d'accident. Ici, c'est un exemple assez rare dans les sources que j'ai consultées, avec des comités d'hygiène et de sécurité qui inventorient le nombre d'accidents sur l'année 1971 qui se sont produits à la fonderie des Ardennes et aux tanneries Costil. On peut voir des calculs assez froids de taux de fréquence et de gravité qui montrent uniquement le côté administratif du travail et ne rendent pas bien compte, dans ce type de document, de la réalité humaine du travail. Cette réalité humaine, on la retrouve plus ponctuellement dans des événements qui cristallisent cette expérience du travail, bien que à Pont-Audemer, les grèves soient assez rares. Je voulais vous citer par exemple des cas d'entretien
où on nous disait d'abord qu'on ne faisait pas la grève chez Levaux. Levaux, c'est les carrières et sablières de la Basserie, et on regardait les gars défiler chez Costil. C'était une citation à l'occasion de 1968, qui est la seule année où les grèves ont été véritablement généralisées à Pont-Audemer. En dehors de ça, comme nous dit un employé de chez Thales aujourd'hui, le plus long qu'on a pu avoir, c'est 3-4 jours. En général, c'est surtout des coups de gueule, entre guillemets, ça dure une journée. À côté de ça, les grèves sont assez peu nombreuses à Pont-Audemer et cette caractéristique se retrouve dès le 19e siècle et entretient l'idée que la main-d'œuvre de Pont-Audemer est réputée comme étant stable et apte au travail, ce qui n'est pas sans attirer des industriels, ou en tout cas sans être mentionné, notamment dans les dossiers de demande de décentralisation dans les années 60. À côté de ça, on a quand même d'autres exemples, assez rares, assez ponctuels, notamment avec un cas aux papeteries de Pont-Audemer où tous les ouvriers des papeteries de Pont-Audemer étaient en grève, seuls les employés ne l'étaient pas. Aujourd'hui encore, on a des cas de grève qui restent assez ponctuels, mais très récents, avec cette grève en janvier 2025 chez Bischoff et Klein. Ces éléments qui sont à la fois appris par les archives et par les entretiens, ils permettent de ressortir des traits communs, des caractéristiques que l'on retrouve dans le patrimoine industriel. L'idée de faire des entretiens dans mon travail de thèse était de pouvoir collecter les trajectoires individuelles, les mémoires, l'histoire des personnes qui ont travaillé dans les entreprises de Pont-Audemer. Cette volonté, elle est née d'une prise de conscience autour de la valeur patrimoniale de ces expériences, de ce patrimoine donc immatériel, avec l'idée que ces entretiens pouvaient nous apprendre des gestes, des savoir-faire, des cultures, des sociabilités qui étaient absentes des archives. Et c'est ce que l'on a retrouvé avec la grève. Cette volonté de mettre en avant le patrimoine industriel, il n'est pas sorti de nulle part. C'est d'une part le fruit du travail de l'ethnothèque, de collecter la mémoire des ouvrières et ouvriers du territoire de Pont-Audemer, de collecter les savoirs et savoir-faire autour de ça. Mais c'est aussi une réflexion plus large autour de ce qu'est le patrimoine, et plus précisément de ce qu'est le patrimoine industriel. En petits mots, pour bien savoir ce qu'on entend par patrimoine, un petit mot de définition, le patrimoine, c'est un choix, c'est le fruit d'une sélection des objets qu'on a reçus des sociétés passées, que les sociétés actuelles choisissent de préserver pour les transmettre aux générations futures. Le patrimoine, il est composé à la fois de biens mobiliers, immobiliers, immatériels, et le patrimoine industriel ne fait pas exception. Il est composé de biens immobiliers, les usines, la friche Costil par exemple, de biens mobiliers avec des objets, des outils, des machines, et un patrimoine immatériel que possèdent les habitantes et habitants du territoire et qui se retrouve dans différentes manifestations. On a plusieurs cas de patrimoine industriel, de prise en compte du patrimoine industriel à Pont-Audemer, plusieurs trajectoires, et je voulais en illustrer particulièrement 3. La première étant celle de la non-patrimonialisation, de la disparition des héritages industriels, que l'on voit très manifestement avec la destruction dans les années 90 du site de la fonderie des Ardennes, pour laquelle on a conservé très peu de sources, très peu de traces, il y a peu d'archives sur la fonderie, même si on a la chance au parc d'avoir dans les collections de l'ethnothèque 2 moules servant à la fabrication d'étriers de frein, que je vous ai fait figurer ici à l'image. Mais à côté de ça, on a peu d'informations sur la fonderie. Donc c'est quasiment une disparition du patrimoine industriel que l'on retrouve aussi dans d'autres secteurs, notamment avec la destruction de la tannerie d'Equezer qui était située rue Jules Ferry au cours des années 2000 et la disparition aussi des autres tanneries. On a une autre trajectoire de patrimonialisation ou d'interrogation sur le patrimoine qu'on retrouve avec un temps d'entre-deux qui est le temps de la friche, c'est-à-dire l'abandon d'un lieu qui a perdu l'activité pour laquelle il avait été conçu au départ et qui n'est pas employé, approprié directement pour faire de nouveaux projets. Ce temps de la friche, c'est un temps d'hésitation autour du patrimoine
et de la valeur patrimoniale qui est liée à plusieurs problématiques qui peuvent être des problématiques financières, des problématiques de projet, des problématiques liées à la pollution, ce qui se retrouve particulièrement sur les sites costiles qui méritent encore d'être dépollués. Et c'est aussi un temps d'appropriation par des acteurs tierces que les habitantes et habitants, ou en tout cas des acteurs tierces que les pouvoirs publics ou les entreprises qui peuvent porter des projets autour du patrimoine industriel. Cette appropriation, elle se retrouve par exemple avec les graffitis que l'on voit sur les murs de l'usine Costil qui témoignent que la friche accueille encore de manière illicite des activités. Et à côté de cela, on peut aussi voir un retour de la nature, le développement de la faune et de la flore sur les sites qui ont été abandonnés, ce que l'on voit avec la présence de la végétation sur le sol de l'usine, et ce que l'on voit aussi avec ces 2 grenouilles vertes que j'ai eu la surprise de rencontrer en me rendant sur le site. On a donc un retour du milieu, ce qui montre que la friche, ce n'est pas un temps complètement sous cloche et que d'autres initiatives se développent sur des sites qui n'ont pas été encore pris en main. Et à côté de ça, on a un exemple concret de prise en main et de volonté patrimoniale, de volonté de mettre en avant l'histoire des sites avec la reconversion de la cartonnerie au milieu des années 2010, avec la volonté de préserver les caractéristiques architecturales du site, la volonté également de redonner une valeur d'usage que le site a perdu, même si ce n'est pas la valeur pour laquelle le site avait été conçu. Ici, on passe d'un bâtiment qui correspondait au magasin et au bureau de la cartonnerie en une pépinière d'entreprise qui accueille donc de nouvelles activités. Et on a aussi à l'intérieur de ce bâtiment des panneaux qui expliquent l'histoire du site et l'histoire de la cartonnerie de Pont-Audemer. Cette proximité avec la proximité entre le patrimoine entre le patrimoine industriel et les autres types de patrimoine est à l'origine de nouveaux défis, particulièrement à Pont-Audemer, où la ville a été l'une des premières villes au monde à obtenir la labellisation ville Ramsar, ville zone humide, qui témoigne donc d'un milieu riche et d'un milieu qu'il convient de préserver, ce que l'on a vu manifestement avec l'inauguration en 2022 de la passe à poissons sur la localisation de l'ancien port de Pont-Audemer, mais aussi ce que l'on retrouve du côté des acteurs industriels eux-mêmes, avec la signature d'une obligation réelle environnementale entre Thales et le parc naturel régional des Boucles de la Seine normande en 2023. Cette obligation réelle environnementale, c'est une obligation qui lie un propriétaire de parcelle, quel qu'il soit, donc une parcelle, à son co-contractant, qui consiste en la mise en place d'actions concrètes ayant vocation à restaurer et préserver le milieu. À Thalès, ça a été le cas pour la restauration de 2 mares pour la reproduction des amphibiens et aussi la mise en place de gestion différenciée sur le site. Donc la proximité entre le milieu naturel et les activités industrielles et le patrimoine industriel se retrouve, y compris de manière très concrète, dans les cas de sites encore en activité. Et à côté de ça, on a d'autres enjeux qui sont encore à venir à Pont-Audemer, avec par exemple la future dévolution de l'usine Costil ou les travaux qui ont été entrepris sur la friche de la Madeleine à côté de la reconversion de la cartonnerie. Ce que tout cela nous apprend, même si c'était bref, que je ne doute pas que vous ayez plein de questions à poser plus concrètement, c'est que Pont-Audemer a une forme d'organisation particulière qui ne semble pas correspondre au canon et au modèle d'organisation industrielle qui ont été déjà abordés dans la littérature, avec ces 3 exemples qui sont les plus forts, que sont ceux du district industriel, du système productif local et du cluster, qui ont tous une relation à l'espace, mais qui ont pour limite d'être très fixes et de ne pas permettre de comprendre l'ensemble des territoires industriels en appliquant ces grilles conceptuelles. Avec ces interrogations et cette
insatisfaction de lecture, je me suis interrogé sur ce qu'était Pont-Audemer et sur ce que nous apprenait l'expérience de Pont-Audemer, la relation avec les humains, les ouvrières, les ouvriers, avec la relation avec le milieu, les entreprises du territoire, l'impact des politiques locales, nationales, avec l'idée que Pont-Audemer serait un écosystème industriel. Cette idée d'écosystème, elle est née de la littérature, c'est-à-dire d'articles, d'ouvrages qui questionnaient les formes d'organisation du territoire. Et l'idée d'écosystème est venue d'abord dans la discipline qui est l'écologie, avec l'idée du réemploi des ressources par les firmes industrielles elles-mêmes, et aussi par la prise en compte du milieu sur les entreprises. Mais d'abord, cette idée d'écosystème était insuffisante puisqu'elle ne permettait pas de comprendre l'ensemble des relations et des facteurs qui expliquent le développement de Pont-Audemer. Et l'écosystème industriel serait donc la réunion de l'ensemble des facteurs qui, interreliés les uns aux autres, interconnectés les uns aux autres, agissent sur la vie de l'ensemble de l'écosystème. C'est une analogie avec l'écosystème naturel, avec pour idée que chacun des facteurs, et donc chacun des facteurs de localisation, les classes que vous pouvez voir, explique le développement à Pont-Audemer. Concrètement, ça veut dire que si Pont-Audemer n'avait pas un cadre de vie attractif pour les industriels, que la commune n'avait pas mis en place une politique attractive pour les industriels, qu'à côté de ça, le tissu industriel n'était pas résilient, dans son ensemble, la localité industrielle de Pont-Audemer n'aurait pas vécu de cette manière. L'idée, c'est que l'industrie, elle est connectée à tout un tas de facteurs, tant du point de vue humain que du milieu, que du point de vue institutionnel, et c'est ce que nous apprend Pont-Audemer à travers le XXe et le XXIe siècle. En somme, ce qu'il faut retenir, c'est que l'exemple de Pont-Audemer montre la présence d'une longue tradition industrielle, notamment avec l'exemple de la tannerie et le développement d'activités industrielles dès la fin du XVIIIe siècle, et que dans son ensemble, ce tissu industriel est résilient et a su s'adapter en partie aux facteurs conjoncturels et à l'évolution de l'industrie. On peut aussi noter que la structure spatiale, donc la manière dont s'est développée la vie, est marquée par le développement des activités industrielles sur le site. On peut aussi noter sur le long terme un maintien de différents atouts, de différents facteurs de localisation qui continuent à attirer et à fidéliser des acteurs industriels sur le territoire. Et on peut aussi noter ce qui ressort des entretiens que j'ai pu mener, ce qui ressort moins de cette présentation, c'est aussi un sentiment d'appartenance au territoire de Pont-Audemer. Et je suppose que si vous êtes présent aussi, c'est qu'au moins vous êtes intéressé par l'histoire de ce site, ce qui est en soi une forme de témoignage de ce sentiment d'appartenance. Je voulais finir avec cette citation de Lucien Firmin qui est issue de son mémoire d'études supérieures de 1954, qui nous dit, à propos de Pont-Audemer, « Isolé au milieu de ces grasses prairies, le centre industriel de Pont-Audemer continue sa régulière progression car il a su s'adapter aux conditions de l'économie moderne. Il y a perdu un peu de l'indépendance qui faisait son originalité. Il y a trouvé un regain de vitalité et une sécurité pour l'avenir. » Citation de 1944, donc la situation est à nuancer. Le tissu industriel de Pont-Audemer, s'il existe toujours, a grandement évolué. Et cette évolution se manifeste par l'apparition du patrimoine industriel de Pont-Audemer qu'il convient de continuer à étudier et à mieux mettre en avant. Mesdames et messieurs, je vous remercie et je suis ouvert aux questions.